OK. Bonsoir tout le monde et bienvenue au lancement du numéro spécial de Chaînon des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens inspirants 25 étoiles du Nord. Avant de commencer, j'aimerais souligner qu'on est un peu partout en Ontario ce soir. La magie du Zoom et qu'on est chacune dans des régions différentes, certaines non cédées des Premières Nations. Alors, je voulais juste reconnaître leur rapport à notre patrimoine de l'Ontario. Je m'appelle Dominique Lajoie, je suis la vice-présidente du CA du RPFO et je vais être la maîtresse de cérémonie ce soir. Voici les grandes lignes du déroulement de la soirée. Donc, dans quelques instants, le président du RPFO, Francis Thériault, va prendre la parole pour nous adresser quelques mots. Et ensuite, l'auteur du numéro spécial, Danielle Carrière-Paris, va aussi prendre la parole. Elle va nous présenter 5 inspirateurs qui vont prendre la parole ce soir et raconter un peu de leur parcours. Et ensuite, on va avoir une période de questions et réponses après que les inspirateurs auront parlé. Et à la toute fin, on va avoir un mot de clôture de notre directrice générale, Danielle Pécard-Ugorgier. À la toute fin aussi, on aimerait prendre une photo de groupe. Alors, ceux qui veulent participer à la photo, gardez votre vidéo allumée. Sinon, vous avez juste à éteindre votre vidéo et on verra votre nom que vous avez participé. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Francis Thériault. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vois vos visages, je crois que vous m'entendez. Donc, je suis content. Merci beaucoup d'une si grande participation et comme Dominique a dit, de partout en province. Ce soir, on est rassemblés, vous vous en doutez bien, pour le lancement du chaînon des Étoiles du Nord, dont je vous montre fièrement la copie. Et elle devrait, si elle n'est pas arrivée, elle arrive sous peu. J'ose croire que les étoiles l'ont reçue. Mais bon, vous savez, ce sont 25 étoiles du Nord, donc on cherchait par l'entremise du talent de Danielle Carrière-Paris à rendre hommage à 25 personnes qui inspirent et font de leur communauté des endroits où il fait bon vivre et on leur en remercie. C'est notre tome 2. Le tome 1 portait sur les coups de cœur des gens, parfois en lien avec le nord de l'Ontario et une personne du sud, mais majoritairement de l'Est. Donc, suite au succès qu'a connu le livre de Danielle Carrière-Paris, on a proposé d'en faire un deuxième et on a été merveilleusement choyés que Mme Carrière-Paris accepte de rejouer le jeu et de faire l'expérience à nouveau, mais cette fois-ci avec les gens du Nord. Vous savez, c'est un très petit échantillonnage. On aurait pu, il y avait eu plus d'une centaine de suggestions. Déterminer les 25 était un exercice périlleux. On peut se demander pourquoi certaines personnes n'ont pas été incluses. À un moment donné, il fallait mettre un chiffre, hein? Et c'est le chiffre de 25, mais on sait très bien que le nord de l'Ontario pullule de personnes qui auraient pu être, qui sont des étoiles, mais qui ne sont simplement pas mentionnées. Mais bravo à tout le monde qui contribue à faire de l'Ontario en général un endroit fièrement francophone et où il fait bon vivre, pour reprendre les mots de tantôt. Et donc c'est ça. Et je vous invite à garder un œil sur le tome 3 pour le Sud pour l'année prochaine. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie à nouveau d'être parmi nous. Merci beaucoup, Francis. Je vous présente maintenant l'auteur du numéro spécial, Danielle Carrière-Paris. Elle est originaire d'Ottawa, elle est une avocate de formation et elle est retraitée du gouvernement fédéral après plus de 35 ans de service. Cette passionnée de l'écriture rédige des textes de tout genre, y compris des livres de famille à titre privé, parce qu'elle croit fermement que les chapitres marquants de nos vies méritent de passer à la postérité. Elle en compte une douzaine à son actif. Danielle est également l'auteur, comme on a dit, du tome 1, les 25 coups de cœur d'une passionnée. Elle est aussi rédactrice en chef du magazine en ligne Action, de Retraite en Action, et depuis 2013, elle est membre de l'équipe de rédaction du magazine Le Chaînon, pour lequel elle a écrit près d'une centaine d'articles. En 2018, elle a même gagné un prix pour ses articles. Elle a été récipiendaire du prix Michel Prévost, qui récompense les meilleurs articles dans le magazine. Alors, je passe donc la parole à Danielle Carrière-Paris.
D'abord, merci Dominique, puis merci à vous tous d'être ici. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, moi je suis une franco-ontarienne de naissance. Ma francophonie m'a été inculquée par mes parents. À mon insu, je dois vous dire, parce que je l'ai prise pour acquis pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle était vraiment la résultante de plein de gens qui ont dû se battre et lutter pour conserver la francophonie ontarienne. Et puis, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai décidé l'année dernière de rendre hommage à 25 personnes. C'était aussi un petit peu parce que je venais de frapper la soixantaine. Et puis que je me sentais que je devais redonner au suivant. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai rédigé le premier livre qui était Les 25 étoiles du Nord. C'était des gens qui avaient plutôt un lien avec l'Est ontarien, mais je dois vous mentionner aussi que parmi ces 25 étoiles du Nord de l'Est ontarien, il y en avait au moins 4 qui avaient un lien avec le Nord. Il y avait Lucie Montion qui est ici avec nous ce soir. Elle est sénatrice. Elle habite à North Bay. Elle défend la francophonie depuis toujours. Il y avait aussi Ronald Caza, qui est de Chelmsford, d'Ontario, qui s'était débattu pour SOS Montfort. Il y avait Sœur Huguette Parent, qui enseignait un peu partout, mais qui enseignait dans le Nord ontarien aussi. Et puis Diane Adam, qui a travaillé à l'Université Laurentienne. Alors, ces gens-là avaient un lien avec l'Est, mais aussi avec le Nord. Cette année, ça me fait extrêmement plaisir de vous... c'était vraiment un privilège pour moi parce que j'ai eu le bonheur de connaître ces gens-là et de vous les présenter, ces 25 étoiles du Nord. Et puis, elles sont... je dois vous dire qu'il y en a qui sont de naissance, franco-ontariens de naissance ou d'adoption. Elles sont âgées entre 25 et 97 ans. Et elles vont vous faire connaître un peu aussi les chapitres marquants de leur vie qui font un peu partie de notre histoire franco-ontarienne à nous tous. Certaines sont connues, il y en a d'autres qui le sont moins, mais chacune sont aussi inspirantes. Elles sont inspirantes soit discrètement, publiquement, par choix, ou en fonction de circonstances inattendues, par un métier exercé, par un combat mené ou un geste posé. Ils viennent d'un peu partout, comme on vous a mentionné. Il y en a qui viennent de Red Lake, Ontario. Il y en a qui viennent d'Elliott Lake. Il y en a de Thunder Bay, North Bay, Sudbury, Earlton, Timmins, Sault-Sainte-Marie, Kapuskasing, Dubreuilville, Blind River, Hardy, Fauquier, encore plusieurs autres endroits là, que je ne pourrais pas tout nommer ce soir. On y retrouve des piliers comme Marie-Paul qui a tracé le chemin pour plusieurs personnes. Et puis, il y a aussi les engagés, ceux qui forgent au quotidien pour tenter de promouvoir notre identité, notre patrimoine. Toutes ces étoiles sont dans différents champs de compétences, puis plusieurs portent plus qu'un seul chapeau. Je dois vous dire qu'à compter de ce soir, l'écoute de leur petite histoire se retrouve maintenant dans la grande histoire franco-ontarienne. Je vous invite vraiment à aller lire chacune de ces personnes-là parce que vous allez découvrir vraiment des perles que j'ai eu la chance de connaître. J'en profite aussi ce soir pour remercier les gens qui m'ont appuyé de près ou de loin. Bien qu'un projet d'écriture s'écrive et se conceptualise en solitude, il se concrétise que par la part d'une myriade de personnes. En conséquence, il importe de remercier ceux et celles qui m'ont appuyé de près ou de loin. Alors d'abord, chacune des étoiles qui m'ont fait confiance parce qu'ils ne me connaissaient pas, puis ils ont été d'accord de me parler ou de m'écrire ou de me parler un peu d'eux. Et puis, il y a aussi les inspirateurs, les gens qui ont agi comme intermédiaires. Je pense ici à M. Riopel qui m'a aidé à ouvrir certaines portes. Des fois, j'avais des problèmes avec certains courriels à rejoindre des gens, mais il y en a plein d'autres qui m'ont aidé à ouvrir la porte et à aller rejoindre les personnes que je ne pouvais pas rejoindre. Il y a le RPFO, évidemment, qui a fourni la tribune pour publier ce recueil. Puis il y a les membres du comité du magazine Le Chaînon, puis ça vaut la peine de les nommer. Là. Il y en a 4. Francis Thériault, Dominique Lajoie, Michel Prévost, puis François Castillo. Puis aussi tous les membres de l'équipe des réviseurs, puis je pense que Jean Delisle était un de ceux-là, où je sais qu'il est... Alors, merci. La graphiste Chantal Lalonde. Chantal fait toujours un excellent travail dans tous les magazines Le Chaînon, mais vraiment, c'est elle qui fait les couvertures et toute la mise en page de ce magazine-là. Et puis, évidemment, mon époux qui m'appuie depuis toujours, puis qui me pardonne les nombreuses heures de réclusion pour écrire, mais en tout cas, il est toujours là pour moi. Alors,
sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les 25 étoiles. Je vais commencer par les 20 premières, très brièvement, juste vous dire qui elles sont très, très brièvement. Puis après ça, je céderai la parole à 5 de ces étoiles qui vont vouloir qui ont accepté de prendre la parole. Alors, il y a Michelle Alderton qui a été choisi depuis sa retraite de militer pour la sauvegarde de la francophonie de Red Lake. Pour ce faire, elle fait preuve d'un dévouement et d'un engagement communautaire exemplaire. Elle a fondé l'Association francophone de Red Lake. Elle est originaire d'Alébourg. Il y a Rose-Aimée Bélanger. Rose-Aimée Bélanger, c'est une mère de 9 enfants qui a agi comme artisane de bonheur auprès des siens et est devenue sculptrice de renommée internationale dans sa 5e décennie de vie. Alors, à une époque où il était rare pour qui que ce soit d'en faire autant, et surtout pour une femme vivant en milieu rural. Du haut de ses 97 ans, l'inspirante Rose-Aimée ne conserve que de merveilleux souvenirs de son parcours atypique, au cours duquel elle a bercé ses enfants, épaulé son époux et caressé l'argile, parce que, comme le dit si bien Voltaire, ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Elle est originaire de Guérin, Québec. Pierre Bélanger, là je parle du premier Pierre Bélanger parce qu'il y en a 2, là. Il est le fils de Rose-Aimée. Et puis je pense qu'il est en ligne ce soir, je ne suis pas certaine, et sa fille Marie-Pierre aussi, Bélanger, je crois, sont en ligne. Il est sociologue, formateur, conférencier, entrepreneur, politicien, activiste militant de la francophonie, éleveur de bisons, et j'en passe. Ce géant du Nord est devenu, entre autres, un entrepreneur multidisciplinaire, chevronné et un activiste environnemental investi. Son engagement constant est nourri par une force de caractère indéniable, d'un optimisme imperturbable et d'une importante dose de confiance indispensable à la réussite. Sous l'égide de ce rassembleur né, la coopérative des artisans du Nouvel-Ontario, Cano, a vu le jour au début des années 70. Il est originaire de Timmins. Là, je me présente Pierre Bélanger, un deuxième Pierre Bélanger aussi inspirant que le premier, par son dévouement exemplaire dans l'enseignement et auprès d'organismes voués à la francophonie. Il compte parmi les activistes franco-ontariens qui travaillent souvent dans l'ombre pour s'opposer à l'assimilation et faire valoir notre droit d'exister et de prospérer. Il s'impliqua, entre autres, dans l'obtention du Collège boréal et dans plusieurs autres projets à titre de président de l'ACFO de Timmins. Il est originaire de Saint-Jean-Port-Joli, Québec. Marie-Paule Charette-Poulain, qui est avec nous ce soir. Elle est sénatrice, elle a été sénatrice, politicienne, communicatrice, haute fonctionnaire fédérale et plus encore. Par la force de ses convictions, de son travail, de ses succès, elle a tracé chemin pour plusieurs et elle continue à le faire, notamment à CBC Radio-Canada, au Tribunal canadien des relations professions, des artistes producteurs, au Sénat, dans les partis politiques et ailleurs. Elle est originaire de Sudbury. Hélène Dallaire, c'est une enseignante de français et d'art dramatique. Elle a reconnu tôt dans sa carrière que l'espace francophone doit être accessible, non seulement dans le milieu scolaire, mais également au sein de la communauté. Par conséquent, elle créa pour les adolescents un univers théâtral auquel il fait bon d'appartenir. Elle est originaire de Hardy. Odette Debrine, qui est avec nous ce soir, elle est une Française d'origine. Elle est devenue franco-ontarienne d'adoption et de cœur. Elle est une importante ambassadrice de la langue française dans le nord-ouest de l'Ontario. Et ce, à peine 8 ans après son arrivée en sol canadien. Elle est originaire de Pontoise, en France. Patrice Desbiens. Il compte parmi les poètes les plus connus de l'Ontario de français, les plus admirés par les francophones du Canada, les plus lus en Amérique francophone et les plus influents pour la relève émergente. Il est originaire de Timmins. Patrice Dubreuil, qui est avec nous ce soir. C'est entrepreneur multidisciplinaire, instigateur de nombreux projets innovateurs. Elle s'inspire de ses ancêtres pour, entre autres, promouvoir son village natal de Dubreuilville, pour lui redonner ses lettres de noblesse. Il est propriétaire du gîte touristique Relais Magpie et beaucoup plus encore. Il est originaire de Dubreuilville. Stéphane Gauthier.
Il a quitté sa sécurité d'emploi comme chroniqueur culturel à Radio-Canada afin de redonner un élan aux diffuseurs spectacles SLAG au sein du carrefour francophone de Sudbury. Cette renaissance l'a incité à devenir une des forces motrices derrière la création de la Place des Arts de Sudbury, qui va voir le jour bientôt, j'espère. Il est originaire de Ville-Marie, au Témiscamingue, Québec. Régent Grenier, journaliste à la radio et à la télévision de Radio-Canada, reporter principal à la radio de la CBC, propriétaire et éditeur du journal Le Voyageur à Sudbury, entrepreneur et plus encore. Cet amoureux des lettres est devenu une importante voix publique pour les francophones du Nord ontarien et un ardent défenseur de la francophonie ontarienne dans son ensemble. Il est originaire de Belle-Terre au Témiscamingue, Québec. Nicole Gertin, elle est ici avec nous ce soir. Elle est chef de file pour la francophonie et l'industrie touristique en Ontario, français, animatrice en leadership communautaire et aubergiste les suites des présidents de Halle Berry. Cette visionnaire a su jumeler sa passion pour l'histoire, la francophonie et le plein air afin de promouvoir en province, au Québec et en Europe, le Nord ontarien par l'entremise du tourisme expérientiel. Elle est originaire de Kapuskasing. Hélène Koscielniak, qui est aussi avec nous ce soir. Cette femme active s'est d'abord engagée à fond dans le milieu scolaire et auprès de plusieurs organismes communautaires. Depuis la retraite, elle se livre avec passion, entre autres à l'écriture, et ses ouvrages sont couronnés de nombreux prix littéraires. Elle est originaire de Fauquier. Martine Laberge, qui est ici aussi avec nous ce soir. Elle est journaliste, animatrice de radio à la barre de l'émission Le Matin du Nord. Cette journaliste émérite est très active dans le champ d'expertise et dans sa région, en plus de faire preuve d'une rigueur et d'un professionnalisme hors pair. Elle s'intéresse aux enjeux liés aux communautés autochtones et autres. Elle réussit avec brio à les mettre en lumière. Elle est originaire de Hearst. François Lemieux est un musicien, interprète, auteur, enseignant. Inspiré par les chaos de son existence, cet homme empathique, généreux et talentueux œuvre depuis longtemps pour mettre en valeur le plein potentiel de personnes aux prises avec des difficultés physiques, intellectuelles et affectives. Il tente également d'éveiller une prise de conscience collective pour enrayer les partis pris. Il est originaire de Sault-Sainte-Marie. Céleste Lévy, elle est auteure, compositrice, interprète. L'athlète s'est réinventée et a fait une ascension fulgurante de la scène musicale malgré de graves ennuis de santé. Depuis, la fière ambassadrice de son port d'attache, Timmins, utilise sa voix unique pour sensibiliser les gens au syndrome d'Arnold-Chiari, qui l'afflige pour apaiser ceux et celles qui traversent des épreuves et pour bercer son public. Elle a été à l'émission La Voix et a fait la première partie du spectacle de Francis Cabrel lors de sa tournée canadienne. Elle est originaire de Timmins. Melchior Bonimpa, qui est avec nous ce soir, est docteur en philosophie et en théologie, professeur à l'Université de Sudbury, et puis il est un auteur de renommée. Après avoir quitté la violence de son pays natal, cet afro-franco-ontarien, fier ressortissant de la diversité, contribue à la francophonie ontarienne par ses écrits romanesques, jumelés à son imaginaire africain, dans un coin de la province où il s'est réfugié en toute quiétude dans la langue française. Il est originaire du Burundi, Afrique de l'Est. Alain Nabarra, je ne suis pas certaine s'il est ici, mais je sais que c'est enregistré, je ne sais pas s'il est arrivé encore, mais il est à la fois historien, professeur émérite de l'Université de Lakehead, journaliste et poète. Ce franco-ontarien d'adoption contribue à la reconstruction identitaire des francophones du nord-ouest de la province par ses écrits, certes, mais aussi en leur inculquant un fier sentiment d'appartenance et de confiance. Il était originaire de Bourdonnais en France. Christian Pelletier, directeur artistique graphique, graphiste, artiste communautaire et disc jockey, a collaboré au lancement de l'agence bilingue de création et de marketing numérique canadienne, Studio 123, dont l'excellence fait sa renommée. Il est également cofondateur de l'organisme sans but lucratif We Live Up Here
et du festival Up Here, 2 projets d'art urbain qui ont pour objet d'enjoliver le centre-ville de Sudbury. Il est originaire de Sault-Sainte-Marie. Régent Rouillard, par son généreux don de soi, ce bénévole du Centre culturel francophone de Thunder Bay, qui travaille avec Audrey de Bruyne en passant, depuis plus de 35 ans, est à la preuve vivante que si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais bien parce qu'il n'a pas de prix. Il est originaire de Riviera, Eva, Québec. J'aimerais maintenant inviter les 5 dernières étoiles à venir prendre la parole. Je vais vous inviter tour à tour. Je vais vous présenter un à un. Et puis, vous aurez la chance de parler un petit peu de vous, d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, je commencerai par M. Pierre Riopel. Il est originaire de Brampton. C'est une étoile du Nord parce que, fort d'une trentaine d'années voué à gravir les échelons du système de l'éducation, ce vaillant leader, gestionnaire chevronné et pédagogue dans l'âme est reconnu pour son humanisme, son authenticité et son profond sens du devoir. Il demeure aussi passionné par sa profession et engagé par le milieu communautaire franco-ontarien qu'à ses débuts. Ce fier franco-ontarien parlera brièvement de son parcours de vie qui a fait de lui le leader hors pair qu'il est. Pierre, à vous la parole. Merci beaucoup, Daniel. Je ne peux pas m'empêcher de dire, my God, du beau et du bon monde, que je regrette qu'on ne soit pas dans la même salle ensemble. Mais vive Zoom, une chance qu'on a Zoom. Hein? Écoutez, merci beaucoup tout d'abord au ROPFO. Merci de cette invitation et merci pour cette merveilleuse publication qui met en valeur la région qu'on tient à cœur, le nord de l'Ontario. Chapeau bas à Daniel Carrière-Paris pour sa diligence et sa plume élégante. Merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec toi. En préparant mes propos de ce soir, je me suis inspiré très largement de la petite affichette que j'ai vue récemment sur Facebook. À mon sujet, on dit « Originaire de Brampton, il habite maintenant à Sudbury. Il est reconnu pour ses années vouées à gravir les échelons. » Je t'ai fatigué juste à lire la phrase, là, mais de gravir les échelons du système de l'éducation. Moi, je vais commencer avec la seconde affirmation. J'ai débuté ma carrière dans l'enseignement un peu par hasard, il y a plus de 30 ans. Ça, je l'ajoute pour mettre un peu de relief. On m'offre un emploi dans une école secondaire pour 1 an. Bien, tout d'abord, j'ai dit non. Mon père avait été enseignant, avait été directeur d'école, et je pense que Huguette Parent se souvient bien de mon père. Mais moi, je préférais, honnêtement, un autre chemin de carrière. Mais après ça, je me suis dit, tu sais, essaye-le donc pour voir. Sors-toi ça du corps, là, et vois ce qui va y arriver. Et là, j'étais accro, comme de raison. Je suis allé faire mon bac en éducation. Ce bac-là en main, j'ai enseigné 6 ans dans la région de Toronto. Mais le Nord me manquait. Un poste était ouvert à l'École des sciences de l'éducation à l'Université Laurentienne. J'ai passé 5 ans, 5 bonnes années. Mais, encore une fois, j'avais la bougeotte. Je voulais retourner dans une école, je voulais être avec des jeunes. Donc, j'ai été directeur de l'École secondaire de la Rivière-des-Français pendant quelques temps. Ensuite, sur Internet, directeur de l'éducation au CSPGNO. Quelques accomplissements avec une merveilleuse équipe, une équipe magnifique et une équipe visionnaire. Je mentionne, entre autres, l'ouverture d'une école publique à Sault-Sainte-Marie. Et vous vous souviendrez de la déclaration de Sault-Sainte-Marie il y a une trentaine d'années. Et là, on est en train d'ouvrir une école élémentaire publique. On se comprend qu'on a fait du chemin. La mise en œuvre du premier programme de baccalauréat international dans une école de langue française dans le nord de l'Ontario. Le développement d'une école de métier. La mise en place d'une équipe en animation culturelle et en construction identitaire. Par la suite, j'ai été à la présidence du Collège Boréal et que 2 projets. L'Association des anciens et des anciennes, ouverture sur l'international et célébration du 20e anniversaire. Et puis le bijou de ces succès-là, à mon avis, une équipe boréale qui est arrivée en première place dans 4 des 5 indicateurs de rendement de la province. C'est du jamais vu. Ce sont des résultats historiques et inégalés. Dans tous ces échelons de carrière, l'essentiel a toujours été pour moi l'élève ou l'étudiant. C'est l'avenir de la francophonie ontarienne. Je vais passer donc à la première affirmation. Originaire de Brampton, il habite maintenant à Sudbury.
Il est vrai que j'habite la région du Grand Sudbury, plus précisément la rivière des Français. Mais ce qui surprend certaines personnes qui me connaissent, c'est que je suis né à Brampton. Oui, il y a 56 ans. Originaire de Sudbury, je vous explique. Originaire de Sudbury, mon père était enseignant au vieux Brampton High School depuis 1961. Mes parents se sont mariés en 1962 et moi, je suis né en 64. C'est parce que ma mère était à Brampton. Permettez-moi de vous partager une anecdote. C'était habituel à cette époque-là qu'un nouveau-né soit baptisé dans les jours immédiatement suivant sa naissance. Alors, mes parents, des bons catholiques romains, se sont rendus à la paroisse la plus proche pour faire baptiser leur premier-né, à St. Mary's Parish, une paroisse de langue anglaise. Lorsqu'est venu le moment de verser de l'eau sur mon front, souvenez-vous, j'avais 10 jours, lorsqu'est venu le temps de verser de l'eau sur mon front, le prêtre aurait prononcé les paroles habituelles, en anglais comme de raison. I baptize you, Peter, Allen. Et mon père a arrêté la cérémonie au moment même. Il a demandé au prêtre de bien vouloir baptiser son fils selon ce qui était prévu, c'est-à-dire Pierre-Alain. Mon père aurait ajouté que si le prêtre n'acquiesçait pas à sa demande, il allait rentrer à Sudbury et faire baptiser son fils en français. À cette époque-là, c'était risqué. Premièrement, l'ultimatum vis-à-vis du prêtre, et deuxièmement, le voyage. Alors, le prêtre a modifié sa formule. I baptize you, Pierre-Alain. C'est déjà bon. Mais en plus de ça, voici ce qu'il a ajouté. It doesn't really matter, you know, because one way or the other, this child will never speak French. Hein? Donc. Donc, après, bon, il s'est comme un petit peu trompé. Je dis ça comme ça. Après quelques années dans le sud de l'Ontario, mes parents ont choisi un retour dans le nord, et à Val-Caron plus précisément, juste au nord de Sudbury. On se rapprochait alors de nos racines et de notre famille. Et pourquoi est-ce que je vous partage cette histoire? Bien, j'ai bien pris le temps d'étudier les profils des individus que l'on met en valeur dans cette publication. Et je me suis posé la question suivante. Quel est le trait commun ou quels sont les traits communs entre eux? Et à mon humble avis, tous ces individus sont fiers de leurs racines. Ce sont des gens qui se démarquent par leur engagement à leur coin de pays, à leur langue et à leur culture. En bout de ligne, elles et elles sont fidèles à eux-mêmes. Je considère que les circonstances de mon baptême, sans que j'en sois très conscient, on se comprend, ont fait que mon parcours en tant que franco-ontarien a débuté là en quelque sorte. Dans ma famille francophone, dans un milieu très majoritairement anglophone, il fallait prendre sa place. J'ose croire que je suis devenu tenace et convaincu comme mon père. Nos histoires personnelles ont des racines profondes et ces histoires nous façonnent et font de nous les humains que nous sommes, fidèles à nos racines et fidèles à nous. À toutes les personnes honorées ce soir, je vous dis félicitations, chapeau, continuez à être des modèles dans nos communautés, continuez à être des modèles pour nos jeunes surtout, et continuez à être fidèles à vous-même. Merci beaucoup tout le monde. Merci Pierre. J'inviterai maintenant Mathilde Gravel-Bazinet. Elle a été infirmière, administratrice de soins de santé, enseignante, avocate, fonctionnaire, entrepreneur. Elle est originaire de Cornwall. Elle est une étoile du Nord parce que, grâce à son expertise dans le domaine de la santé et du droit et à une détermination hors du commun, Mathilde Gravel-Bazinet devient l'instigatrice principale de la Maison de soins palliatifs, Maison Sérénité du Nipissing à North Bay, qui permet aux gens de sa région de mourir dans la dignité, entourés de leurs êtres chers. Cette dame aux multiples talents nous parlera, entre autres, de ce projet qu'elle a mené à bon port par l'entremise d'un bénévolat qui a duré près de 10 ans. Mathilde, à vous la parole. Merci, Daniel. Et je ne répéterai pas tous les remerciements que Pierre a partagés avec nous, mais j'ai grandement apprécié votre aide, premièrement, dans la rédaction de mon texte, mais aussi avec toute l'aide pour pouvoir connecter. C'est la première fois
que je participe par Zoom et ça fonctionne. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est qui m'a motivée dans cette mission d'établir une maison de soins palliatifs à North Bay et une maison bilingue. C'est vraiment l'endroit et les conditions dans lesquelles 2 de mes 3 frères sont décédés. C'est ça qui m'a fait vraiment comprendre l'importance d'un lieu paisible à la fin de notre vie. Alors, c'est ça qui m'a poussée dans la mission. Il y a quelques années passées, on a fait un sondage des Canadiens. On leur a demandé « Où voulez-vous mourir? » 95% des gens qui ont participé ont dit « On veut mourir chez nous ». Présentement, l'inverse est là. 75% meurent dans un hôpital de soins aigus. Et souvent, c'est un endroit qui est bruyant avec toutes les contraintes qu'un hôpital exige. Et maintenant, avec le coronavirus, présentement, les êtres chers peuvent seulement se joindre, aller voir leurs êtres chers qui sont mourants à l'hôpital pendant 2 heures par jour et seulement une personne est admise. Alors, revenons au décès de mes frères. Le premier, Lucien, qui est décédé en 2006, est décédé dans une maison de soins palliatifs, communément est appelée un hospice, à Chambly, au sud de Montréal. Il a été là pendant 1 semaine et il a été entouré de son épouse et de ses 4 enfants. Et Dieu merci qu'il y avait cette maison-là à Chambly parce que je crois que ma belle-sœur serait décédée avant lui. Elle lui donnait des soins 24 heures par jour, 7 jours semaine. Ses 4 enfants, spécialement 2 de ses fils, n'avaient vraiment pas eu le temps pour l'autre. Depuis 5 ans, ils ne s'étaient pas parlé. Cette semaine-là qu'ils ont été avec leur père, ils étaient là. Et le matin que mon frère est décédé, il s'est ouvert les yeux et Marc tenait Jean-Louis par la taille. Mon frère a souri, il s'est fermé les yeux et il a pris sa dernière respiration. Alors pour moi, ça c'était une belle mort. Par contraste, mon frère Louis est décédé en 2012 dans l'unité des soins palliatifs à Gatineau. Il avait été dans un coma induit pendant 3 semaines. On permettait la visite seulement 2 fois par jour pour 10 minutes et à 2 membres de sa famille seulement. Alors, à 10 heures le matin et à 17 heures, on pouvait 2 membres de sa famille être avec lui. Malheureusement, Louis est décédé à 8 heures du matin. Alors, il est décédé seul. Ayant 6 enfants, je sais que même s'il était dans un coma, il s'est probablement senti très, très seul à cette dernière heure de sa vie. Et comme vous avez mentionné, Daniel, moi j'ai 2 professions. Ma première, infirmière, et ensuite avocate. Et ce sont ces 2 professions-là qui m'ont vraiment inculqué les principes suivants pour ce qui est de notre fin de vie. Toute personne en fin de vie a besoin et a le droit à des soins palliatifs de haute qualité et leurs êtres chers ont besoin d'appui durant cette période difficile. C'est pour cela que je me suis embarquée dans cette aventure de 9 ans à me trouver l'appui pour développer notre maison de soins palliatifs, notre maison Sérénité. Alors, ça a débuté en juin 2010, lorsque nous avons eu notre lettre patente, notre incorporation, en tant que société charitable à but non lucratif qui va procurer des services bilingues à notre population. Il y a eu beaucoup de défis durant ces 9 années-là, mais j'ai eu un appui formidable de Madeleine Meilleur, qui est avec nous ce soir, et je suis très heureuse que tu es là, Madeleine.
qui était à ce moment-là procureure générale de l'Ontario. Et c'est elle qui m'a obtenu l'accord que nous aurions du financement du gouvernement provincial. Ensuite, sénatrice Lucie Monchion, qui est aussi avec nous ce soir. Et Lucie a été d'un appui formidable lorsqu'elle était directeur régional des Caisses populaires du nord de l'Ontario et qui nous a vraiment facilité un octroi considérable et ensuite une hypothèque pour financer la toute fin que nous avions besoin. Nous avons trouvé le site idéal et nous avons pu avoir ce site-là pour $1 de la ville de North Bay, un site, une propriété qui valait 240 000 $. Et la construction, ça aussi, ça a été un défi qui a commencé en 2018. Mais finalement, nous avons eu l'inauguration officielle en janvier 2020. À date, notre équipe extraordinaire de spécialistes en soins palliatifs a accueilli plus de 70 patients en phase terminale et leurs êtres chers. Les témoignages et les remerciements des familles sont nos plus grandes récompenses. Notre maison Sérénité est située au bord de la forêt Laurier et juste au haut du ruisseau Chippewa. C'est un milieu qui est paisible et les 10 chambres privées de nos patients font face au sud et au ruisseau. Les patients peuvent jouir du soleil et de la musique à leur choix. Alors, s'ils préfèrent la musique country, ils peuvent entendre ça parce que nous avons un système de son individuel dans chaque chambre. Et moi, je leur ai bien dit que lorsque moi, je serai patiente, je veux vraiment de la musique de harpe qui va me préparer pour monter à ma récompense éternelle. Alors, est-ce que l'aventure de 9 ans a été facile? Non, pas toujours. Lorsque les obstacles me semblaient insurmontables et que je m'endormais en demandant à la Providence si je devais abandonner, est-ce que c'était le temps? Chaque fois que je m'endormais avec cette pensée, ma mère me bousculait dans mes rêves et me disait « Ma fille, tu n'arrêtes pas avant de finir ta job. » Et alors, maintenant, chaque fois que j'entre dans notre maison Sérénité, je veux chanter à pleine voix « Alléluia ». C'est super. Est-ce que j'ai fait ça dans 5 minutes, Daniel? C'est super. Merci beaucoup, Mathilde. Je passerai maintenant avec... merci beaucoup. François Nadeau. Il est entrepreneur, originaire de Kapuskasing. Il est une étoile du Nord parce que le jeune maître fromager est un symbole de renouveau dans son champ d'expertise. Après une formation auprès des meilleurs fromagers d'Europe et après à peine 5 ans d'existence, la fromagerie capuscoise de Kapuskasing offre un produit de qualité internationale. Soit dit en passant, grâce à son expertise fromagère, François est récipiendaire du prix Jeune entrepreneur de relève Ontario 2020 depuis le 1er octobre, une reconnaissance qui souligne le talent et le travail de jeunes entrepreneurs francophones de 40 ans et moins, à l'échelle de la province. Bravo François pour cet accomplissement. Ce jeune entrepreneur parlera de son parcours de vie qui a mené au succès de la fromagerie. Et à vous la parole, François. Bonjour et merci beaucoup pour la belle introduction et l'honneur de faire partie de vos choisis finalement dans les étoiles du Nord. Donc, vous m'entendez bien? Je suis désolé, je n'ai jamais fait de Zoom avant. OK, parfait. C'est parfait. Bon, ben, mon parcours n'est pas de longue haleine. Je suis un petit peu plus
Mais finalement, j'ai grandi. Je suis natif de la région. Bien que je suis né à Hearst, j'ai grandi à Kipskeezing toute ma vie, mais mon père est originaire d'ici. J'ai su justement effectuer mes études secondaires, élémentaires, postsecondaires et universitaires, tout au moins pour les 3 premières années dans la région. Donc, j'ai pu prendre pleinement avantage des gens qui m'ont précédé, qui ont, entre autres, la joie d'avoir une université locale a été un fort appui pour moi. Ça m'a permis de rester un peu plus dans ma région, une région que personnellement, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai toujours compté revenir. Donc, initialement, je m'étais lancé à l'Université Laurentienne, faire une 4e année. Je voulais faire un voyage. J'avais l'intention de revenir, me lancer en éducation, revenir comme enseignant dans la région. Heureusement et malheureusement, on peut le dire de 2 façons différentes. Moi, je trouve que c'est heureusement de mon point de vue. Mes voyages m'ont envoyé dans d'autres voies. Donc, voyageant à partir de l'Europe jusqu'en Asie, séjournant assez longuement, plus particulièrement en Chine, je me suis retrouvé à certains besoins de certains aliments, certaines choses qui m'étaient coutumiers dans ma vie de tous les jours, mais que soudainement, par exemple, en Chine, n'avait très peu. Donc, je me suis intéressé au fromage et au pain, mais du coup, je pouvais fabriquer, je pouvais avoir accès à un four, occasionnellement, je pouvais gérer. Mais 9 mois et demi sans fromage en Chine a été un peu plus compliqué. J'ai aussi la joie de rencontrer certains fromagers lorsque j'étais au Vietnam, plus particulièrement, dans une petite intermittence dans mon séjour en Chine. Puis, ils m'ont beaucoup guidé, ils m'ont beaucoup introduit un peu sur ce qu'était le métier, ce qu'il en était. Puis, un peu du coup, j'ai décidé de me lancer, au moins d'aller explorer l'emploi, l'opportunité que m'offrirait le fromage. Donc, de retour au Canada, bien entendu, j'ai assez vite fait une tournée des fromageries au Québec, plus particulièrement. Je voulais essayer, premièrement, voir les fromageries plus artisanales, mais aussi en français. C'était beaucoup plus facile pour moi d'y circuler. Et oui, finalement, je me suis dit, c'est quelque chose que je veux faire, mais je ne veux pas nécessairement m'implanter ou travailler dans une fromagerie préexistante parce qu'il n'y en avait pas nécessairement dans ma région immédiate. Il y en avait à certaines distances. Et pas pour dire que New Liskeard est loin, mais c'était le plus proche. Puis moi, je voulais réellement je me disais, OK, entre Hearst et Smooth Rock, c'était mes limites de comment loin j'étais prêt à me lancer de ma région. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre formation. Je me suis formé initialement une courte formation au Québec. Par la suite, une formation plus longue en France pour être en mesure pour être plus confortable dans le domaine et juste m'assurer finalement que c'était réellement là où je voulais me lancer. Bien entendu, c'est toujours un petit peu risqué de commencer un tel projet parce qu'il y a des énormes investissements. Il faut réellement que tu aies une idée de ce que tu fais. Puis, je voulais aussi m'assurer que c'est quelque chose que j'aimais. Suite à mon séjour en France, oui, à mon retour, je me suis lancé presque immédiatement avec beaucoup d'appui quand même de beaucoup de gens de ma communauté, ma famille, dans le projet de la fromagerie. Donc, ça n'a pas été, comment dire, ça a pris plus de temps que prévu, ça a coûté plus cher que prévu. Mais dans tout ça, j'ai eu la joie d'avoir le support, que ce soit de la communauté en général, les médias régionaux. Donc, j'ai eu une grande couverture, malgré... donc, je ne m'attendais pas tout à fait à ceci. Par exemple, aussi, lorsqu'on avait fait une porte ouverte, on a annoncé un jeudi, quand on a fini la construction, on avait une date pour l'inspection. On a dit, bon, il nous reste quelques semaines.
faisons une porte ouverte. On a publié sur notre Facebook jeudi que samedi, ça allait être une porte ouverte. Et on a eu à peu près 1000 personnes qui sont passées à travers seulement ce média. Donc, bien entendu, on en doit beaucoup aussi à la radio communautaire qui l'a mentionné. Le journal communautaire en a fait un article. Donc, ils ont vite eu une publication qui s'est répandue assez vite dans la communauté. Donc, ça nous a permis de faire un lancement. Puis, dans les premiers temps, justement, presque tout était local. Pour ce qui a trait à la francophonie, bien entendu, on a eu, c'était certainement très important pour moi de maintenir une entreprise avec une nature francophone. C'était important aussi pour moi d'être dans une communauté francophone, régionale, bien entendu. Puis, j'ai conscience que dans mes débuts, particulièrement, c'est beaucoup plus la communauté francophone régionale qui m'a supporté. J'ai eu beaucoup de support de la communauté anglophone aussi, mais j'ai conscience qu'à travers la paroisse, à travers la radio francophone plus particulièrement, et à travers mes contacts personnels, que ce soit à travers les écoles et autres dans lesquelles j'ai étudié ou les gens que j'ai rencontrés, il y avait une tendance à être beaucoup plus francophone. Et donc, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir tout ce support, tout l'appui que j'ai reçu. Bien entendu, il y a eu des batailles ici et là à faire, que ce soit à travers les réglementations. On a eu des barrières tant au niveau fédéral, provincial ou régional concernant différentes réglementations. Puis, toujours, encore une fois, on a eu du support, tant de la communauté, tant de nos représentants. J'ai eu beaucoup d'appui de Carol Hughes, puis aussi de Gilles Bisson. Puis plus récemment, on a eu un peu moins de problèmes plus récemment, donc on n'a pas encore eu affaire à notre nouveau représentant provincial. Mais il a quand même été un support pour nous. Il est venu nous voir régulièrement. Et donc, pour moi, finalement, mon projet, c'est un projet que je dois donner beaucoup de mérite de mon projet à la région. Et ce projet-ci va continuer encore pour bien des années. J'ai bien l'intention. On commence justement, durant mes études en France, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse. Puis, on va attendre un enfant dans les prochaines semaines, probablement. Donc, on souhaite l'avoir dans nos mains pour un petit bout encore. Puis, qui sait si on va avoir un héritier. Pour tout dire, je souhaite encore remercier finalement la publication, Daniel, pour avoir mis de l'avant ce projet, cette œuvre. Puis, j'espère être en mesure d'être à la hauteur. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai une aussi longue historique que d'autres. Puis, je ne sais pas si j'ai autant d'aise à parler que d'autres. Désolé pour ceci. Mais merci encore pour tout. Puis, je crois que je cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Amélienne. Elle est docteure en linguistique, professeure titulaire et directrice du département d'études françaises à l'Université Laurentienne, originaire du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Elle est une étoile du Nord parce que par son rôle dans le plaidoyer pour l'accès aux services en français dans les communautés francophones en situation linguistique minoritaire, elle tente d'établir des ponts dans sa communauté nordique afin d'améliorer l'accessibilité ainsi que la qualité des services pour les francophones et les nouveaux arrivants. Elle s'attaque ainsi aux iniquités dans le domaine de la santé. Par ailleurs, à travers ses recherches sur la langue française, elle contribue à la description
et à la mise en valeur des spécificités du français parlé au Canada et plus particulièrement dans le Nord ontarien. Dr. Amélie Yen prendra la parole, parlera de son rôle important dans ce domaine. Amélie, à vous la parole. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je pense qu'au lieu de parler de mon parcours, puisque tu m'as si bien présenté déjà, je vais laisser le soin aux gens de le découvrir à travers le magazine et je mettrai plutôt à profit mes 5 minutes pour poursuivre mon plaidoyer pour l'accès aux services en français pour les communautés francophones qui vivent en situation linguistique minoritaire. Et cela, même si je suis certaine que je prêche à des convaincus ce soir, on ne sait jamais où les vidéos peuvent se rendre, n'est-ce pas? Alors, si nous considérons uniquement l'égalité que la loi sur les langues officielles accorde au français et à l'anglais quant à leur statut, ainsi qu'à leurs droits et privilèges dans les institutions fédérales, et si nous pensons à l'échelle de notre province à la loi sur les services en français, on pourrait croire que tout va pour le mieux pour les francophones. Mais ce n'est pas le cas. Être francophone dans certaines régions du pays, et notamment en Ontario, constitue encore une lutte quotidienne pour accéder à des services de qualité en français et parfois tout simplement à des services en français. Surtout, et même, du moins je devrais dire, dans certaines institutions fédérales et provinciales. Dans le domaine de la santé, par exemple, les recherches montrent qu'en dépit de la loi sur les services en français, et malgré les améliorations enregistrées au fil du temps, la disponibilité et la qualité des services de santé en français ne sont pas garanties, même pas dans les régions désignées. Nombre de francophones se retrouvent donc souvent confrontés à des difficultés pouvant aller de l'incapacité à exposer convenablement leurs problèmes, à celle de comprendre le diagnostic posé en passant par l'incapacité à obtenir et à comprendre des informations lorsque les prestataires de services ne parlent pas le français. Voici le témoignage d'un participant à l'une des études que nous avons menées à Sudbury. Cette personne dit, je cite, « Tu sors d'une consultation avec toujours des inquiétudes. Est-ce que le docteur ou l'infirmier a compris ce que je voulais lui dire? Est-ce qu'il a compris ma description? Est-ce que le médicament qu'il a prescrit correspond au mal que je lui ai expliqué? » Donc, il y a un doute qui est là. Psychologiquement, la personne est toujours malade et il y a un stress en plus. Peut-être que ça augmente le mal de la personne. Fin de citation. L'évaluation du patient, la précision du diagnostic, le lien de confiance qui doit exister entre les prestataires et les bénéficiaires de services sont ici donc en jeu. Or, nous savons que le manque de confiance dans la capacité d'un professionnel ou d'une professionnelle à poser un bon diagnostic peut conduire une personne à ne pas respecter les consignes qu'elle reçoit, à éviter de consulter des professionnels de santé pour d'autres problèmes et par conséquent à pratiquer l'automédication. Nous savons aussi que l'incapacité de bien saisir les propos d'un malade peut conduire à un mauvais diagnostic, ce qui pourrait non seulement retarder une prise en charge efficace de ce malade ou aggraver sa situation, mais aussi coûter plus cher au système de santé. Nous savons également qu'à cause de la barrière linguistique, certains francophones ne peuvent même pas donner de consentement éclairé lors de décisions importantes à prendre au sujet de leur santé. Voici un autre témoignage que j'aimerais partager avec vous. Je cite, « Lorsque j'avais suivi une chirurgie, j'avais demandé à avoir un chirurgien qui parle français, mais sans succès. Le médecin qui se disait bilingue
ne parlaient pas le français. Dans le fond, tout était en anglais. Une chose est sûre, j'ai dû subir parce que je n'avais pas le choix. Est-ce qu'il fallait ou non faire la chirurgie? Je l'ai faite, mais même si les médecins, gynécologues, infirmières et infirmiers sont gentils, s'ils ne parlent pas ta langue, c'est très difficile pour le patient. Fin de citation. Nous avons donc besoin de mécanismes qui permettent de veiller efficacement au respect de la loi sur les langues officielles au niveau national et au respect de la loi sur les services en français dans notre province. Nous devons aussi garder toujours à l'esprit que le français n'est pas uniquement un moyen de communication. Il représente une culture, un peuple et constitue donc un élément fondamental dans l'identité canadienne. J'aimerais clore mes propos en disant que les besoins des communautés francophones en situation linguistique minoritaire ne sont pas des besoins minoritaires. Ils devraient donc bénéficier de toute l'attention nécessaire et bénéficier de toute l'attention qui est aussi accordée aux communautés linguistiques en situation majoritaire. Avant de céder mon micro, j'aimerais remercier Daniel. Merci pour ta belle plume. Merci au REPFO et aux 25 étoiles, disons aux 24 autres étoiles. Je suis vraiment honorée de pouvoir faire partie de votre groupe. Merci à tous pour cette belle publication et cette occasion que vous nous donnez de pouvoir échanger cet après-midi. Merci. J'inviterai maintenant le plus jeune présentateur, âgé de 15 ans. Il est ici pour rendre hommage à sa grand-maman, Madame Huguette Fabry. Huguette Fabry est une véritable dame d'exception. Elle est entrepreneur à la tête de l'industrie H&R Fabry Industrie Limitée. Elle est originaire de Villebois, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. C'est une étoile du Nord parce que, contrairement à ceux et celles qui s'effondrent au moindre revers, elle a su naviguer en eau trouble avec brio, dans un domaine qui demeure l'apanage des hommes et qui se complexifie constamment. En 1999, elle comptait parmi les 100 femmes entrepreneurs les plus influentes du pays. Depuis, elle demeure à la tête d'une entreprise forestière familiale amorcée plus de 60 ans auparavant par son vaillant époux immigrant René Fabry. Pierre-Julien, c'est à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais remercier toutes les 25 étoiles et sûrement les plein d'autres entrepreneurs ou ceux qui ont mené des projets dans le Nord et dans le reste de l'Ontario français. C'est des gens comme vous qui vont paver ma génération et celle de mes frères et sœurs, amis, cousins, cousines, mon chien, peu importe. Donc, et maintenant, je vais lire c'est la seule partie du discours qui n'est pas écrit. Donc, attendez-vous que je vais baisser ma tête un peu plus souvent. OK. Grand-maman Huguette, ma belle étoile, si je suis ici ce soir pour raconter ton histoire, c'est parce qu'elle est unique et inspirante. C'est parce que aussi, elle a les allures d'un roman qu'on pourrait porter au petit écran. Comme j'explique, ton parcours commence en 1943 dans un camp en bois à Villebois en Abitibi. Tes parents, Laurette et Joe Bouchard, étaient colons venus du lac Saint-Jean, défricher les terres sauvages du nord-ouest québécois. Dans ta famille composée de 8 enfants, tu étais la 5e. Et bien que ton passage à l'école fût trop bref, on se rappelle de toi comme une élève sage et plutôt douée avec les chiffres. C'est à l'automne, alors que tu avais à peine entamé ta 7e année, que tout bascula. Ta maman se retrouvera alors atteinte d'un cancer et du coup, ton père t'annonce qu'il a besoin d'aide avec les plus jeunes à la maison. Comme le voulait la coutume de l'époque, tu acceptes ton sort,
mais tu regretteras toujours de ne pas avoir eu la chance de poursuivre tes études comme l'ont fait les autres membres de la famille. À l'été de tes 15 ans, ta vie prend un autre virage inattendu. Tu prends le chemin de l'Ontario, trouver du travail dans cet endroit rempli de promesses qu'on appelait déjà Elliott Lake. Dans le temps de le dire, tu décroches un emploi en tant que cuisinière auprès d'un exploitant forestier en plein démarrage nommé René Fabry, dont l'accent français et le physique d'Hercule ne manquaient pas d'attirer ton attention. Le rude métier de cuisinière dans un camp de bûcherons, tu l'exerceras pendant une dizaine d'années. Des conditions de travail misérables, marquées par l'absence d'électricité et d'eau courante. Une trentaine d'hommes, des Québécois surtout, réunis en plusieurs tablés, 2 fois par jour, 7 fois par semaine. Une vie de chantier qui contrastait avec la modernité de tant d'autres foyers de la région. D'autant plus que des enfants, 5 au total, viendront alourdir la tâche. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en cours de route, les cloches sonneront pour la Johnny Huguette et l'intrépide Grémy, qui feront leur destinée par les liens du mariage à l'automne de tes 18 ans. Heureusement, les conditions de travail, elles, finiront par s'améliorer. Avec grand-papa, tu fais l'acquisition d'une scierie au début des années 70, ce qui te permet à toi, grand-maman, de développer de nouvelles compétences. Tu deviens rapidement mesureuse de bio, gestionnaire de commerce et par les soirs, tu apprends même en secret les rudiments de la comptabilité. Bien avant l'adoption de la loi sur les services en français, tu prends la peine d'écrire à tes employés des chèques de paye dans leur langue. Tu multiplies les appels auprès des agences gouvernementales afin d'obtenir pour tes travailleurs des formulaires dans les 2 langues officielles. Tu montres à tes enfants et à ton entourage l'importance de s'afficher dans ta langue maternelle, le français, sans pour autant exclure tes partenaires d'affaires anglophones. Puis, il y a eu cette nuit froide de janvier 78, où un incendie d'une rare violence réduit ensemble toutes vos installations. Pour la vaste majorité, l'aventure forestière se serait terminée là. Mais, toi et grand-papa, vous ne tarderez pas à retrousser vos manches en fondant l'année prochaine, l'année d'après, H&R Fabry Industries, dont l'activité principale s'articulera désormais autour de la récolte et du transport de la fibre de bois vers les usines de transformation locales. Bon an, mal an, votre entreprise maintiendra une équipe d'une trentaine d'employés et de sous-traitants. H&R Fabry Industries servira de lieu d'ancrage pour les vagues successives de travailleurs en provenance du Québec et du Nouveau-Brunswick. Leurs enfants viendront par dizaines grossir les bancs d'école de la région. Une grande fierté pour toi et grand-papa. L'année 1914 marquera bien tragiquement un autre point tournant. Ton mari René meurt à la suite d'une longue maladie. Tu as, grand-maman, la possibilité de tout liquider et de vivre aisément jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu choisis de rester en poste. Le rêve de ton conjoint immigrant te pousse à continuer. Or, la transition ne se fait pas sans heurts. Certains employés te mettent au défi parce que tu es une femme dans un domaine majoritairement masculin. À plus grande échelle, les ralentissements économiques mondiaux, de même que les disputes entre le Canada et les États-Unis dans le dossier du bois d'œuvre, t'appellent à prendre des décisions d'affaires risquées. Mais malgré la houle qui secoue ton industrie, tu maintiens le cap et poursuis tes activités alors que tout autour de toi, les fermetures d'usines se multiplient. Quelques semaines avant le tournant de l'an 2000, tes exploits, grand-maman, seront reconnus par la revue Chartland version anglaise, qui inscrira ton nom à son palmarès de 100 meilleures femmes d'affaires au pays. Toi, grand-maman Huguette, qui avais toujours regretté de ne pas avoir pu poursuivre tes études au-delà de la 6e année, sera longuement ovationné par la communauté des affaires d'Elliott Lake pour la contribution à l'essor économique de ta ville et plus largement à celui du nord de l'Ontario. Pas pire pour celle-là qui ne parlait pas un mot d'anglais à son arrivée dans la province. Ton entreprise, H&R Fabry Industries, produit toujours ses activités, mais avec l'aide cette fois de tes enfants et de la famille élargie. Aujourd'hui, tes plus grands tourments sont en lien non pas avec tes opérations forestières, mais plutôt avec la maladie de Parkinson qui brouille sans cesse ton plan de match. Cette nouvelle distinction, grand-maman Huguette, arrive donc à point nommé car elle cadre parfaitement avec la fière franco-ontarienne que tu as toujours été
et ce, en dépit de nombreuses épreuves que tu as eu à surmonter. Nous, tes nombreux descendants, savons que depuis longtemps, nous avons à notre tête une brillante étoile. Maintenant, grâce au travail de recherche de l'équipe du Chaînon et à ses partenaires, c'est toute la communauté qui peut s'inspirer de ta lumière. Grand merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible ce merveilleux partage. Et à ma troupe de scène qui est derrière moi, je remercie Guillaume, ma mère, Marion, Marie-Jeanne et le reste. Merci beaucoup. Bon. Merci. Merci. Quel beau travail d'équipe. Puis vraiment, Madame Fabry, vous êtes une graduée de l'École de la vie avec summa cum laude. Alors, je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. Et à toutes les étoiles qui sont ici. Puis aussi, j'ai oublié de nommer qu'il y en avait une autre en ligne. Je vois qu'Hélène Dallaire est là. C'est une enseignante et aussi une personne de théâtre dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais juste pour vous dire qu'elle est en ligne. Salut. Alors, ceci conclut ma composante et celle des étoiles en ce moment. Je vais céder la parole à Daniel Pécard-Gorgy. Alors, à toi, Daniel. Nous avons maintenant prévu une période de questions d'une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez vous pouvez mettre votre micro et poser la question de vive voix. Michel Prévost. Michel? Oui. Ben moi, c'est pas une question, c'est un commentaire. Alors, comme j'ai eu le privilège de lire chacun des portraits, je dois dire que c'est vraiment intéressant de lire ce volume-là. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Moi, je connais beaucoup les Franco-Ontariens de l'Est. J'en connais beaucoup moins dans le Nord, mais j'ai été très impressionné parce que j'ai lu. Aussi que c'est bien écrit. Mais en fait, je ne veux que te féliciter, Daniel, mais aussi féliciter là, les 25 étoiles du Nord. C'est vraiment bien. Puis un dernier mot, félicitations au petit-fils de Mme Labrie. Alors, il représente les nouvelles générations. Alors, vraiment, là, je suis impressionné par son enthousiasme et son admiration pour sa grand-mère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Je vois Mme Yvonne Bissonnette avec le crayon en l'air. C'est parce que vous voulez intervenir? Non? OK. Gênez-vous pas. Je sais que vous ne m'entendez pas très bien, mais mettez vos commentaires dans le chat ou enlevez votre micro et commencez à parler. Ma grand-mère, Huguette Fabry, aurait quelque chose à dire. Vas-y, maman. Je voudrais dire un gros merci. Je comprends pas que vous m'ayez choisi. Il y a tellement de gens qui sont méritants que je me trouvais... je comprenais pas pourquoi vous m'aviez choisi. Vous êtes trop humble, madame. Vous êtes trop humble. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais ajouter mon mot de félicitations. Félicitations à chacune et à chacune des personnes qui ont été choisies. Vous avez des parcours de vie qui sont exceptionnels. Madame Fabry, vous avez contribué à la richesse d'une communauté au complet. Vous avez, avec tout le travail que vous avez fait au cours des années, vous avez donné du travail à des familles, vous avez permis à des familles de bien vivre dans le nord de l'Ontario et de rester dans le nord de l'Ontario. Alors, vous avez été une personne très inspirante. Toutes les personnes, François Nadeau, avec le fromage de Kapuskasing, j'étais là quand tu as commencé, François, et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai goûté
à la première fois où tu as fait ton fromage avec la cendre, qui était un fromage exceptionnel. Il y a plusieurs personnes qui ont été honorées. Mathilde, que je connais, que je vois quand même assez régulièrement, bravo. Marie-Paul, qui a été inspirante et qui a fait en sorte que je devienne sénatrice et qui a probablement pris ta place au Sénat lorsque tu as quitté. Alors, toutes les personnes, M. Riopel, toutes les personnes, Mme Dallaire, Nicole Guertin, qui est inspirante au niveau de la francophonie dans le Nord, le tourisme et tout ça, toutes les personnes qui ont été choisies sont vraiment des personnes exceptionnelles. Daniel, avec ta plume, tu nous fais connaître des personnes extraordinaires et c'est vraiment apprécié. Et pour l'Europe Faux, je vous lis de couvert à couvert à toutes les fois que je reçois l'information, que ce soit en ligne ou sur papier. Et je vous félicite pour l'excellent travail et je vous félicite aussi de faire vivre la francophonie en Ontario par l'intermédiaire d'une revue qui est vraiment intéressante. Alors, bravo à tous, puis continuez votre excellent travail et j'ai hâte de lire les prochains 25. Au plaisir. À suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui. Edwidge? Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui pour entrer dans cette note musicale de 25 étoiles. J'ai écouté avec attention, avec plaisir, car j'ai découvert des visages, des noms que je ne connais pas. Et je voudrais simplement juste faire un commentaire que c'est appréciable d'avoir fait cette œuvre, je dirais, qui permet de mettre la lumière sur ces personnes que nous ne connaissons pas, mais qui ont œuvré de différentes manières pour la francophonie dans l'Ontario. Voilà, donc je remercie Madame Danielle Pécoy-Gorgé de m'avoir invitée à cette réunion, si je peux la qualifier ainsi. Et merci à Madame Carrière pour cette belle initiative qui est en quelque sorte un parfum qui permet à d'autres de respirer les belles étoiles que vous présentez aujourd'hui. Merci. Merci à Dominique, avec qui j'ai échangé, mais que je ne connaissais pas. Bonsoir. Merci à tous. Voilà. Merci. Donc, c'est votre dernière opportunité. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Bravo, continuez, c'est beau. Merci, Sarugette. Donc, cela termine la période de questions. J'aimerais quand même faire, j'ai un petit mot de la fin. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Excellent. Oui. J'ai fait des changements dans mes paramètres, donc j'espère que ça m'a permis de mieux me faire entendre. Donc, je sais qu'il y a eu plein de remerciements, mais la dame d'honneur ce soir, Danielle Carrière-Paris, doit absolument être remerciée encore une fois pour tout son travail, ses talents, son dévouement, mais je ne peux pas imaginer le nombre d'heures qu'elle a mis dans les entrevues, dans la préparation des textes, dans la révision des textes. C'est vraiment inestimable. Et ce n'est pas la première fois, c'est le deuxième tome où elle nous offre tout ce temps et ce talent-là. Donc, j'aimerais beaucoup te remercier, Danielle, du fond du cœur. Et non seulement pour tes heures et ton talent, mais l'idée. Parce que c'est Danielle qui nous a approchés la première fois avec l'idée du premier numéro spécial sur les gens de l'Est ontarien. Donc, sans Danielle, c'est maintenant 50 personnes inspirantes. On ne les aurait jamais connues dans les pages du Chaînon. Donc, merci énormément. Merci. Le comité du Chaînon, Francis, Dominique, Michel, François et aussi une ancienne membre du comité du Chaînon qui est parmi nous ce soir, Brigitte,
Merci énormément. Vous donnez également beaucoup d'heures et beaucoup de talent au chaînon. Et si la qualité du chaînon puisse continuer d'être ce qu'elle est, c'est grâce à vous. J'aimerais aussi remercier les membres de l'équipe du RPFO que vous ne voyez pas leur contribution, mais Marthe, Aimée, Mélissa, Grace et Nicole ont aussi travaillé très fort pour le succès du lancement et de la parution de ce numéro-là du chaînon. Il y a également la graphiste Chantal Lalonde, les réviseurs anonymes qui révisent ces textes-là. C'est tout fait de façon bénévole. Et aussi notre imprimeur Sotec qui nous offre un service magnifique. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci aux personnes qui ont pris la parole ce soir. Merci Pierre, merci Mathilde, merci François, merci Amélie, merci Huguette et ton petit-fils Pierre-Julien. C'était vraiment très touchant. Et merci aux autres étoiles, que ces personnes-là soient présentes ce soir ou qu'elles ont accepté de faire paraître leur histoire dans le chaînon. Merci énormément. C'est vraiment tout un travail de communauté afin de faire connaître et de nous laisser inspirer par vos histoires et vos contributions au patrimoine franco-ontarien. J'ai un dernier petit remerciement à faire aussi. Il y a notre ancien rédacteur en chef qui est présent avec nous ce soir, Sami Khalid. Sami a aussi donné pendant des années énormément de son temps, bien au-delà des heures pour lesquelles il était rémunéré. Et on voulait te faire un petit cadeau ce soir, Sami, en reconnaissance de tes contributions. Malheureusement, l'artiste peintre n'est plus avec nous ce soir, mais Alexandre Aimée Rivet était parmi nous jusqu'à il y a très bientôt. Elle a produit 2 œuvres d'art que nous allons t'acheminer par la poste, Sami, pour te remercier encore de toutes tes contributions pendant toutes tes années au sein du RPFO, au sein du chaînon et toutes tes contributions à l'avenir pour le patrimoine franco-ontarien. Donc, je vous partage mon écran. Vous avez la première image, c'est Aimée qui l'a peint à partir d'une photo de Sami. Et la deuxième image, c'est un paysage qui représente pour Aimée ou pour l'artiste qui l'a peint la résilience. Donc, le chaînon est une magazine résiliente et on met souvent de l'avant des personnes résilientes. Donc, je pense que c'est un peu le thème qui l'a inspiré. Donc, je voulais juste prendre quelques instants pour répéter ces remerciements-là à Sami, dont plusieurs d'entre vous connaissez. Et enfin, on aimerait prendre une photo de groupe. Donc, juste avant de prendre la photo de groupe, par contre, j'aimerais vous souligner que Danielle Carrière-Paris n'est pas fatiguée de nous offrir de son temps et de ses talents. Elle va nous produire un 3e numéro spécial du chaînon qui va sortir à l'automne 2021 sur, cette fois-ci, devinez, le sud de l'Ontario. Donc, je vous invite à soumettre vos suggestions de personnes inspirantes du sud de l'Ontario d'ici la fin du mois de novembre. Donc, il reste encore 5 jours. Vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez faire un commentaire, nous envoyer un message privé dans les médias sociaux. Nous aimerions avoir vos suggestions de personnes à souligner pour qu'on puisse continuer d'être inspirés par nos confrères et nos consoeurs de la province. Donc, d'ici le 30 novembre, on attend vos suggestions.